Publicité. L'an dernier, 50% des PME québécoises ont été victimes de cyberattaques. Et le plus inquiétant dans tout ça, 68% de ces attaques étaient des tentatives d'hameçonnage. Un simple clic peut suffire à compromettre votre entreprise. Ce que vous venez d'entendre a été généré par l'intelligence artificielle. Voyez comment c'est facile de se faire piéger. C'est là que Vigilance de MS Solutions intervient. Cette plateforme 100% canadienne ne se contente pas juste de protéger votre entreprise, elle forme aussi votre équipe. Grâce à des tests d'hameçonnage aléatoires, elle aide vos employés à rester vigilants et vous permet de suivre leur progression en temps réel. Ne laissez pas la cybersécurité au hasard, réservez dès maintenant une démo gratuite et découvrez comment Vigilance peut renforcer la protection de votre entreprise. Le lien est dans la description de l'épisode. Sur ce, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 9 mai 2025. Une belle émission encore cette semaine. D'abord, retour sur le débat autour de l'interdiction du cellulaire à l'école. On en discute avec la présidente de l'ACOPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Elle nous offre une perspective terrain sur les mesures annoncées. Ensuite, on va parler de formation professionnelle avec Quentin Tricard, qui a donné cette semaine un cours destiné à ceux et celles qui souhaitent œuvrer dans le domaine de la fibre optique, un domaine en pleine expansion avec des besoins de main-d'œuvre bien réels. Et puis, 3 rencontres du côté de l'industrie du jeu vidéo. D'abord, une rencontre avec le directeur des opérations d'un nouveau studio qui ouvre ses portes à Montréal. La seconde entrevue, c'est avec le patron d'un studio qui, lui, célèbre ses 25 ans à Montréal. Je parle du studio, pas du patron. Et la troisième, c'est Carl-Édouard Michel qui poursuit ses rencontres avec les gens de l'industrie du jeu vidéo. Et cette semaine, il accueille Jean-François Major de Tribute Game. Parlant de collaborateurs, il y en a d'autres aussi qui sont là. Depuis la Suisse, Thierry Weber nous parle d'une expérience que des chercheurs suisses ont fait avec l'IA. Stéphane Ricoul, lui, de son côté, il va d'une histoire très personnelle. Jean-François Poulain nous parle de UX et de signalétique avec 2 invités. Et puis, comme chaque semaine, on va débuter l'émission en rejoignant Jérôme Colombin à Paris pour parler d'actualité numérique. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, évidemment, vous me permettez de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Éric Godin, Michel Vancouver, Louis Dupont, Philippe Paulin et Mario Poily. Merci à vous 5 pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui me faites une place entre vos 2 oreilles cette semaine. Merci de m'accueillir ainsi. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, en route vers Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin et parler d'actualité numérique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Eh bien écoute, on se retrouve comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique, diffusé à la fois dans ton carnet et dans Monde Numérique. Bruno, sujet très intéressant cette semaine qui rapproche le Québec et la France et qui concerne les collégiens. Parce que à partir de la rentrée prochaine, aussi bien chez vous que chez nous, eh bien, il va y avoir du neuf et ces pauvres collégiens, entre guillemets, n'auront plus le droit de se servir de leur portable. Je sais que chez nous, ça a été expérimenté en 2024 chez quelques dizaines de milliers de collégiens, mais ça va être généralisé l'année prochaine. À partir de septembre, ils vont avoir l'obligation de le laisser dans un casier ou en tout cas de pas le sortir de leur sac en dehors quand ils seront à l'école. Et vous avez pris chez vous au Québec la même décision, mais ça commence à faire des vagues, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Les gens qui ont écouté Mon Carnet il y a environ 2 semaines ont peut-être entendu une entrevue avec la présidente de la commission qui a justement fait le tour du Québec pour faire une tête et des recommandations au gouvernement du Québec. Et donc, notamment dans les recommandations par rapport à l'utilisation ou l'impact des écrans auprès des jeunes québécois, il y avait cette recommandation d'interdire l'utilisation des téléphones cellulaires sur le territoire de l'école.
Et donc, ça devait être une recommandation, mais le ministre de l'Éducation a sauté à pieds joints sur cette histoire-là et a donc confirmé que ça allait être mis en place à compter de la rentrée de septembre. Donc, pour l'équivalent là, en France, ce serait les collégiens et les lycéens. On parle des adolescents là, essentiellement. Chez nous, secondaire 1, secondaire 5. Et donc, interdiction d'utiliser les téléphones cellulaires, pas seulement dans les cours, dans les classes, mais aussi avant, quand on arrive à l'école, pendant l'heure du midi, et puis quand on est en activité là en fin de journée. C'est-à-dire qu'ils devront les ranger quelque part ou ils devront exactement, les ranger quelque part. On ne sait pas encore où, ça va dépendre des institutions, mais l'idée c'est ça. Et ça va être la chose. Sauf que c'est pas accueilli de la même façon par tout le monde, et notamment des intéressés. Et là, il y a eu une énorme campagne qui s'est faite sur TikTok pour essayer d'éveiller les jeunes par rapport à leurs droits, puis en disant, écoutez, cette décision-là a été prise par des gens qui n'ont aucune idée de notre quotidien et comment on vit aujourd'hui. Eux sont encore à l'époque de, quand ils se croisaient en jeunes quand ils utilisaient la charrette pour aller au village, tandis que, là, nous, c'est autre chose. On utilise le téléphone cellulaire pour communiquer entre nous. Et d'autant plus qu'ils sont passés à travers, souvenons-nous de ça, ils sont passés à travers la pandémie. Et ces gens-là, leur seul moyen qu'ils avaient pour communiquer entre eux, c'était leur téléphone ou leur tablette ou leur ordinateur. Et donc, ils ont virtualisé pour une bonne partie de leur relation sociale. Alors là, du jour au lendemain, pouf, le gouvernement dit non, là, c'est fini. On vous retire cette affaire-là. Alors, ça passe mal et donc, il y a eu une énorme manifestation à travers le Québec. Les jeunes ont carrément décidé de faire grève et sont sortis des écoles pour protester contre ce projet-là. Et ce projet, c'est une loi, ça a été décidé par le ministre, mais là, il faudra voir si le ministre aura eu l'oreille de ces propos-là. Il faudra voir. Ouais, s'ils vont assouplir ou pas. C'est super intéressant parce que c'est exactement la même situation chez nous. Il y a eu une expérimentation chez nous qui s'appelait la pause numérique. Ça concernait 50 000 élèves. Et là, le projet, ça a été entériné de généraliser ce truc-là à partir de la rentrée prochaine. Donc, pareil pour les collèges, donc les mêmes tranches d'âge. Les élèves seront obligés soit de l'éteindre, de le garder au fond de leur sac, leur smartphone, soit de le mettre dans des casiers fermés à clé. Et interdiction de s'en servir, bien entendu pendant les cours, mais même aussi pendant les récrés, etc. Cela dit, je demande à voir ce qui va se passer. À mon avis, il va y avoir de la fraude. Hein. Oui, c'est certain. Mais c'est intéressant de voir, quand je parlais avec la présidente de la commission, elle me racontait que pendant les différentes rencontres qu'ils ont faites, ils ont rencontré des institutions où on a fait ce test-là pendant un an, pendant 2 ans. Et l'écho qu'ils en recevaient, c'était essentiellement que oui, il y a une période de sevrage, c'est pas facile, mais une fois que c'est passé, 1 an, 2 ans plus tard, les jeunes maintenant, évidemment, poursuivent leur vie sociale, mais maintenant se parlent face à face, yeux à yeux, et non plus yeux sur écran. Et ça a changé vraiment la dynamique. Évidemment, il faut pas les laisser tout seuls dans un coin en disant, parlez-vous. Ça demande de faire des activités, ça demande de les occuper, de les amener à vivre autre chose que tout simplement se réfugier sur leur téléphone ou pour écouter de la musique ou regarder TikTok ou parler à leurs amis. Donc, ça demande une autre dynamique autour d'eux, mais ça existe, ça a été testé, ça fonctionne bien. Donc, ce serait positif. Ce serait positif pour ceux qui l'ont déjà essayé. Douloureux au départ, mais positif sur le long terme. De là, la période de sevrage. Alors, j'ai bien hâte de voir aussi de mon côté comment ça va se passer. Écoute, je sais pas si j'aimerais être un collégien aujourd'hui, alors. Hein. Écoute. Non, mais d'un côté, effectivement, c'est certainement une décision nécessaire, on va dire, mais il y a des inconvénients aussi, et je pense que c'est un vrai mode de vie derrière qui risque d'être bouleversé, parce que finalement, aujourd'hui, par exemple, même les parents peuvent envoyer des messages à leurs enfants, et ils sont habitués à avoir des réponses très rapides, donc c'est tout un changement qui risque de s'opérer. Les parents devront apprendre aussi, hein. Et puis il y a des parents qui sont pas contents. Oui, j'imagine, bien sûr. Bon, voilà, gros sujet social, société, on va dire. Si on revient à des affaires un peu plus, les affaires courantes, Bruno. On parle d'IA. Oui, si on parlait d'IA et si on parlait de nos amis, les géants américains de la tech. Est-ce que tu as vu cette annonce qui a été faite? Alors, c'est pas vraiment une annonce, mais c'est une information qui a été révélée par tu vas parler d'Apple. Un grand ponte d'Apple, Eddie Q, qui à l'occasion du procès Google, on en a parlé du procès Google, il a été amené à témoigner, et donc il a
évoquait le fait que bientôt, Apple allait intégrer d'autres moteurs de recherche que Google dans son navigateur Safari, mais surtout des outils d'intelligence artificielle autres que celui de Google. Et quand j'ai vu ça cette semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que Jérôme va dire là-dessus? Non, mais écoute, bon, c'est intéressant parce que ça pourrait concerner donc Perplexity, grand concurrent. Ça c'est la discussion la plus sérieuse qu'ils ont eue là. Voilà, et donc ils pourraient verser de l'argent en fait à Perplexity, parce que ce qu'il faut, c'est rappeler comment ça marche cette histoire-là. Il y a un contrat entre Google et Apple depuis des années. Apple verse, c'est combien? C'est 20 milliards. 20 milliards par an à Google pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Safari. C'est-à-dire quand on fait une recherche dans Safari, en fait c'est Google qui mouline derrière, puisque Apple n'a pas de moteur de recherche. Et là, l'idée, c'est de dire un peu, ok, Google, c'est très bien, mais on va aussi proposer autre chose. Donc, il y aurait Perplexity, tu l'as dit, mais peut-être aussi Bing, Yahoo. Puis on ça est y est déjà, pardon, je dis une bêtise. C'est ça. Mais là, on est ouvert à OpenAI et on est ouvert aussi à Gemini. Ouais, aussi à Gemini. Ça montre plein de choses intéressantes, je trouve, parce que d'abord, ça montre que l'intelligence artificielle, c'est le moteur de recherche d'aujourd'hui. En fait, ça y est, on n'y est pas encore tout à fait, et notamment pour les problèmes qu'on connaît, d'hallucination et autres, mais on va vraiment dans cette direction-là. Et puis, d'un autre côté, c'est pas bon pour Google. Déjà, ils sont en procès, ils ont un procès sur le dos. Et si en plus, l'un de leurs plus gros partenaires financiers, quand tu as un apport de 20 milliards, c'est assez important. C'est pas négligeable. C'est vraiment un coup de plus, je trouve, sur la tête de Google, cette histoire-là. Et puis en même temps, c'est aussi une manière un petit peu pour Apple, dont on sait qu'il est très en retard en matière d'intelligence artificielle, de reprendre un petit peu l'avantage, d'offrir à ses utilisateurs quelque chose de plus, alors que l'écosystème Apple est un peu pauvre aujourd'hui en intelligence artificielle. Mais entre nous, tu peux être certain que l'annonce de Gemini dans le furteur Chrome, c'est une question de temps. Maintenant que Apple l'a évoqué là publiquement, tu peux être sûr qu'il y a déjà ça sera probablement dans la prochaine mise à jour, sinon la deuxième, la subséquente. Ça va arriver. Déjà que Google cherche, parce que ils sont en train de voir l'impact que Perplexity a. D'ailleurs, tu parles de ça. Moi, personnellement, j'utilise de plus en plus, je te dirais peut-être 70% de Perplexity quand je fais des recherches maintenant, 30% Google. Et j'ai l'impression que ça, ils l'ont vu venir. Alors, ils sont en train de travailler avec même dans Google Search, ils sont en train de chercher une solution qui va être quelque chose de similaire. Mais à l'intérieur de Chrome, moi, j'ai l'impression qu'ils vont rapidement nous servir Gemini. D'autant plus que tu soulignais... il est déjà plus ou moins là, Gemini. Oui, on peut on peut interagir avec lui là, selon ce qu'on utilise. Mais d'autant plus que dans une étude qui a été faite par Giscard, Gemini est sorti comme l'IA générative qui a le moins d'hallucinations. Dans les grandes IA qu'on connaît. Alors imagine, ça fait une belle étoile au bulletin, ça. Ouais, Giscard, ça n'a rien à voir avec Giscard d'Estaing, Non, d'accord. Non, c'est cette start-up. C'est une autre époque. Voilà, c'est cette start-up qui classe les IA en fonction de leur degré d'hallucination. Ouais, dans son palmarès qui s'appelle le phare. Ouais. Ça doit être français, ça, avec des noms comme ça. Je crois que c'est français. Phare et Giscard, je pense aussi, ouais. Mais c'est bon, ça c'est un bon point en revanche pour Google. Oui. Qui pourtant avait eu, on s'en souvient, des débuts un peu chaotiques pour Gemini, mais qui pour Google, ça a une autre valeur, je pense. Ça a un autre poids, ce problème des hallucinations, parce que Google, c'est un moteur de recherche et on s'est tellement habitué à ce que ce soit la vérité vraie. Pour ton information et celle des auditeurs, on est à 13% d'hallucination. Pour Gemini? Ouais, c'est pas mal. Alors qu'il y a certains modèles de GPT qui montent à 30, 40, presque 50%. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une belle carte. Ouais. Non, c'est bien. Jérôme, dans mon numérique, de quoi tu parles cette semaine? Alors, cette semaine, écoute, je parle de robots. Il y a quelques jours, j'étais en Allemagne, à Dortmund, à une présentation d'Amazon. Que tu connais bien parce que tu es allé à ce genre de présentation. C'est un truc assez régulier qu'ils font à chaque fois dans des villes et dans des pays différents. Et là, ils ont dévoilé un nouveau robot. Alors, c'est un robot qui va être utilisé dans les entrepôts et dans les... humanoïde ou... Pas du tout. Okay. Il n'est pas du tout humanoïde. Il est
Ce sont des bras robotiques, mais qui ont une particularité, c'est que ils sont sensibles et ils peuvent attraper des objets de manière très délicate, sentir la résistance d'un livre, d'une boîte, d'un emballage quelconque, etc., en fonction du type d'objet. Et en fait, c'est le travail que font les gens qui préparent les commandes Amazon. Hein, ils attrapent les trucs qui sont rangés dans des casiers comme ça. Mais parfois, quand c'est trop haut ou quand c'est trop bas, c'est assez pénible. Et là, le robot, lui, il s'en sort plutôt bien. Donc, avec un système de caméra et tout. Et ce robot est, pour l'instant, c'est vraiment une première. C'est Amazon qui l'a développé. Donc, il le présentait en grande pompe et c'est assez intéressant. Et j'ai eu une interview d'un ingénieur robotique de chez Amazon qui m'explique tout le fonctionnement et tout l'enjeu de tout ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il dit qu'il n'y aura pas forcément 100% de robots dans les centres Amazon dans le futur. Et puis, je reçois également quelqu'un que tu connais, qui est un confrère à nous, qui est Yannick Hézard de TF1. Tu as déjà interviewé toi aussi. Une star du numérique. Dans ton carnet. Ouais. Et parce que à l'occasion du 8 mai, les célébrations ici en Europe de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il a fait un reportage, une espèce de mini-documentaire qui a été diffusé dans le JT de TF1 sur ce qui a précédé la fin de la guerre. Vraiment, les derniers moments, c'est une période historique qui est pas très, très connue et qui est super importante. Et pourquoi lui et pourquoi je m'intéresse à lui? Parce que, une fois de plus, ça fait appel à toute une série de technologies, que ce soit en matière de captation d'images en 3D, de génération d'images, d'incrustation, et il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans, etc. Et donc, il me raconte exactement comment ils ont produit ce petit documentaire dans le cadre des programmes d'information de TF1. C'est pas de la. Est-ce que c'est un peu la suite de ce qu'ils nous avaient offert l'an dernier, ou il y a 2 ans? Oui, c'est un peu dans la continuité, tout à fait, voilà. Donc c'était déjà impressionnant il y a 2 ans. Ouais, c'était très chouette. Ben c'est surtout impressionnant. Il faut remettre ça dans le contexte. C'est du contenu d'information. Évidemment, c'est pas un jeu vidéo. Non. Call of Duty, c'est mieux, hein, graphiquement même. Non, mais ça devient un document historique. Là, c'est pédagogique, ça. Exactement. Et d'ailleurs, ça commence même à intéresser des écoles, paraît-il, des enseignants qui ont envie de le projeter à leurs élèves. Voilà. Donc, c'est à écouter cette semaine dans Monde Numérique pour connaître le fonctionnement et l'envers du décor de ce documentaire. Tu fais vraiment exprès en donner le goût comme ça à mes auditeurs d'aller t'écouter tout de suite. Je vous demande de patienter. Nous, on va poursuivre de notre côté. Vous irez écouter Jérôme avec ses invités. Et puis, Jérôme, tiens, permets-moi d'inviter tes auditeurs à venir écouter mon carnet à la fin, tout de suite, quand ils ont terminé le tien. Voilà, il vous faut les deux, mon carnet et Monde Numérique, pour être heureux chaque semaine. Et je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Écoute, invitation acceptée. À la semaine prochaine. Salut. Salut Bruno. Bonne fin de podcast. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à mon carnet. Le gouvernement du Québec a tranché dès la rentrée scolaire 2025, les téléphones cellulaires, écouteurs et autres appareils personnels seront proscrits pour l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire dans les écoles publiques et privées. Une interdiction mur à mur qui ira bien au-delà des salles de classe. Ça va s'appliquer aussi pendant les pauses, le dîner et sur l'ensemble du terrain scolaire. Mais cette décision suscite de vives réactions, notamment du côté de l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, la COPS. Pour l'organisation, il ne s'agit pas seulement d'un choix administratif, mais d'une occasion manquée. Plutôt que de bannir les téléphones, l'école devrait en faire un levier d'apprentissage, un outil pour développer chez les jeunes une culture numérique éclairée et responsable. Pour nous parler de cette vision, on va aller rejoindre la présidente de la COPS pour discuter de cette mesure gouvernementale et de ses implications sur le terrain. Bonjour Mélanie Bronsard. Bonjour. Comment vous réagissez à la décision du gouvernement du Québec d'interdire les téléphones cellulaires dans toutes les écoles dès l'automne prochain? Nous, à la COPS, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'interdiction totale, mur à mur, dans tous les parties du Québec, c'est pas tout à fait la solution. Qu'il y a beaucoup d'expertise à l'intérieur des différents établissements scolaires et qu'il faudrait plutôt se baser sur leur expertise avant de faire quelque chose qui fonctionne
pour l'ensemble du Québec. Il faudrait vraiment y aller de façon locale. Vous avez probablement suivi par intérêt les travaux de la commission qui s'est promenée et qui a publié un pré-rapport, puis là, finalement, le rapport final. Quand on discute avec eux, on nous dit qu'ils ont été dans des écoles où il y avait une interdiction comme ça, qui était complète, que ça avait bien été. Où vous voyez le problème de carrément là, interdire à la grandeur du Québec? Ben, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je dirais, un des premiers, c'est que oui, on est allé dans divers établissements scolaires où le cellulaire était interdit mur à mur sur le terrain, etc. Mais c'était une solution qui fonctionnait très bien pour cet établissement scolaire-là, pas nécessairement pour l'ensemble des établissements scolaires du Québec. Alors, déjà là, la réponse est dans la méthode. Ensuite, ce que je dirais, c'est qu'on court un peu le risque d'avoir une fracture numérique, dans le sens que le cellulaire, c'est un outil qui peut offrir une plus-value pédagogique à certains enseignants qui vont l'utiliser de diverses façons. Et s'il y a un enseignant qui a potentiellement plus de projets ou plus d'aise avec le numérique et qui a déjà intégré le cellulaire à l'intérieur de sa pratique, eh bien, potentiellement, va pouvoir continuer à l'utiliser. Mais un enseignant qui n'a pas nécessairement développé cette aise-là ou ces projets-là va se frapper à un mur de développement professionnel, va peut-être plus avoir intérêt, va se sentir moins à l'aise d'aller développer cet intérêt-là ou cette citoyenneté numérique chez ces jeunes. Alors, il y aurait potentiellement une fracture numérique qui va se développer. Et c'est pour ça que vous parlez carrément d'une occasion manquée sur le plan éducatif? Absolument, surtout au niveau de la citoyenneté numérique. C'est certain qu'avec le nouveau cours de CCQ, donc de culture et citoyenneté québécoise, à l'intérieur de ça, il y a la compétence numérique, donc l'apprentissage un peu de comment fonctionner et comment travailler avec le numérique, comment être critique du numérique et surtout comment évaluer la plus-value du numérique. Et là, je vous écoute, puis je me dis, mais pourquoi? Puis là, vous allez me dire, c'est au gouvernement de répondre, mais je vais vous entendre là-dessus. Mais en vous écoutant, c'est comme clair qu'il y a un besoin d'éducation au niveau de la citoyenneté numérique. Pourquoi pas utiliser ce moment-là, ou qui est presque un révélateur pour certains, pour inclure un programme comme ça dans l'éducation des jeunes? Je pense que oui, effectivement, c'est au gouvernement de répondre à cette question-là. Mais si je peux me mettre un peu, si je peux me transposer un peu dans les résultats, oui, dans les résultats des sondages, de consultation de la commission, il y a quand même 94% des gens de 67 ans et plus qui veulent une interdiction du cellulaire versus 15% chez les jeunes de 14 à 17 ans. Donc, on voit qu'il y a une fracture générationnelle potentiellement sur la validité de l'outil de travail. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça reflète une méconnaissance des pratiques numériques chez les jeunes? Je pense que oui. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à craindre que le jeune s'isole, qu'il ne socialise plus. On a beaucoup entendu ça. Et qu'on craint qu'il n'est plus dans la réalité. Par contre, lorsqu'on regarde les vraies recherches, je vous encouragerais, il y a un bon livre qui s'appelle Behind the Screens de Emily Weinstein qui parle justement des recherches de c'est quoi les pratiques, qu'est-ce que font les jeunes en fait derrière leurs écrans. Et les jeunes socialisent quand même, mais socialisent différemment. Donc, on est face à une redéfinition un petit peu de ce que ça veut dire socialiser, ce que ça veut dire trouver sa communauté, ce que ça veut dire travailler même. Parce que moi, quand j'allais à l'école, si on n'était pas dans la gang cool, si on ne trouvait pas notre gang, ben on était vraiment isolés. On se retrouvait à la bibliothèque avec un livre tout seul et c'est là qu'on trouvait notre communauté. Mais maintenant, je peux potentiellement trouver ma communauté en ligne avec une communauté qui a les mêmes intérêts, qui lit les mêmes livres, qui joue aux mêmes jeux vidéo, et je vais pouvoir aller retrouver, socialiser différemment. Dans votre réponse, j'entends conflit générationnel. Est-ce que ça se peut? Moi, je pense que oui. Parce qu'on s'entend, il y a une génération qui jouait dans les parcs, il y en a une autre qui jouait devant les dépanneurs. Puis là, aujourd'hui, ben, ces gens-là se retrouvent, mais par le biais d'appareils électroniques. Exactement. On se retrouve tous un petit peu, on joue différemment aussi.
On travaille différemment, on socialise différemment. On l'a vu pendant la pandémie aussi, qu'on a dû apprendre à socialiser, à jouer différemment et à apprendre différemment. Et chez les jeunes, je pense que c'est une réalité qui est plus instinctuelle parce qu'ils c'est pas parce qu'ils sont nés avec qu'ils connaissent tous les fondements de l'outil et qu'ils ont la pensée critique de l'outil développé, etc. C'est pas du tout ça. Ça, c'est un apprentissage à vie, je dirais. Mais on avait comme une coupure entre notre vie en ligne avant et notre vie IRL, comme il disait, en vrai. Et maintenant, il n'y en a plus de coupure. La coupure, pour les jeunes, elle n'existe pas. Ma vie en ligne et ma vie sociale, elle se développe en ligne et en temps réel. D'autant plus qu'il y a eu la pandémie et il y a eu 2 ans forcé à apprendre à vivre de cette façon-là. Oui. À la COP, vous parlez d'un besoin de confiance envers le milieu, puis vous y avez fait référence tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque concrètement aux écoles pour gérer elles-mêmes ce type d'enjeu? Parce qu'on le voit, il y en a où ça a été super bien, mais il y en a d'autres qui disent, ouais, mais c'est beau, mais qui va jouer aux policiers, puis qui va gérer cette affaire-là? Bien, c'est certain que nous, à la COPS, on offre beaucoup de formations sur le numérique, fait que on peut pallier, bien sûr, à ce niveau-là. On a bien aimé aussi d'entendre parler qu'il allait avoir des équipes de TES, d'intervenants qui vont venir soutenir les écoles qui ont des problématiques. Parce que c'est vrai, le numérique, c'est pas tout rose. Alors ça, c'était une très belle initiative d'avoir des équipes. Moi, je dirais, on a besoin de plus de gens de TES, d'aide, de psycho-aide, de personnes qui ont l'intérêt des jeunes à cœur. À long terme, ce serait quoi les solutions viables? Disons que le gouvernement revient sur sa décision. Peut-être pas en septembre, mais dans 1 an, on va les laisser vivre leur décision. Ça serait quoi les solutions viables pour encadrer l'usage du téléphone en classe, tout en favorisant l'apprentissage? Bien, je vous dirais que la solution, elle est déjà là. L'utilisation pédagogique, la démonstration que c'est un outil qui n'est pas ludique seulement, mais qu'on peut l'utiliser pour travailler, on peut l'utiliser pour avancer de façon académique, on peut l'intégrer dans notre vie parce que ça fait partie de notre vie, mais aussi à l'école. Moi, je dirais la solution, elle est là. Et comme toute bonne mode, c'est certain que ça va revenir. En terminant, puis vous le mentionniez, chez vous, vous avez des outils, vous pouvez aider les équipes écoles là, à aborder ce sujet-là, cette nouvelle réalité-là. Comment vous allez faire ça? Est-ce que c'est les écoles, c'est les directions qui vont vous contacter ou est-ce que vous allez faire dans le cadre d'activités, de rencontres déjà qui sont planifiées pendant l'année? Parce que, bon, ça va être à compter l'automne, là, ça va être une réalité. Bien, c'est sûr que nous, nos formations sont disponibles principalement lors de notre colloque. Donc, on a un colloque de 3 jours. Assez important d'ailleurs. Ouais. Assez important, oui. Donc, il vient de passer malheureusement, mais on peut toujours devenir membre de l'association et profiter de la rediffusion de certains panels formations. Et il y a aussi tout au long de l'année, bien sûr, des webinaires qui vont avoir lieu sur divers sujets, incluant la pédagogie et le numérique. Et qui seront encore plus populaires qu'auparavant. J'espère. Mélanie Brossard, vous êtes présidente de la COPS. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, l'année n'est pas terminée, là, mais je vous souhaite une bonne rentrée à l'automne parce que vous allez être occupés. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir rencontrés. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant une entrevue avec un formateur qui a participé à une initiative bien concrète de formation technique dans le domaine du numérique. Plus tôt cette semaine, une formation gratuite à l'épissure de fibre optique était offerte à Montréal, en collaboration avec AWS et le Collège de Bois-de-Boulogne. Une formation intensive axée sur la pratique pour répondre directement aux besoins du marché de l'emploi, notamment dans le secteur de la 5G et des centres de données. Pour en parler, on rejoint celui qui a dirigé cette formation, les responsables de compte chez Sumitomo Electric en Europe, pour revenir donc sur cette expérience offerte et l'importance des compétences acquises et la perspective d'emploi concrète dans ce domaine de nouage de la fibre optique. Bonjour, Quentin Tricard. Bonjour, Bruno.
Quentin, cette semaine, vous avez formé, mais aussi fait graduer des gens qui ont une spécialisation assez particulière, celle de pouvoir travailler avec la fibre optique. Qu'est-ce que c'est exactement la formation que vous donnez? Oui, en effet, cette semaine, nous avons proposé une formation au Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal, une formation sur l'épissage par fusion de fibre optique, qui est organisée par AWS et Sumitomo Electric ainsi que le Collège de Bois-de-Boulogne. Et cette formation a pour but d'intéresser le plus possible les gens à venir rejoindre notre industrie numérique qui est en pleine croissance. Et nous avons donc pris du temps pour bien expliquer ce que c'est que la fibre optique, ce que c'est, comment on l'utilise, comment on la manipule, où est-ce qu'elle est déployée, comment, et enfin, on a fait bien sûr de la pratique avec l'épissage par fusion de fibre optique. J'aime beaucoup le mot épissage, mais pourquoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça précise? Alors, l'épissage, il y a plusieurs termes pour l'épissage. On peut aussi appeler ça de la fusion. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir joindre deux fibres optiques l'une à l'autre et d'en faire une seule. Donc, quand vous déployez de la fibre optique, on peut le déployer sur de très longues distances, des centaines de kilomètres. Et évidemment, les câbles optiques ne font pas toujours des centaines de kilomètres. À un moment, on doit pouvoir joindre un câble à un autre. Et à ce moment-là, on va ouvrir le câble, accéder à la fibre optique qui est extrêmement fine, à peu près la taille d'un cheveu, et on va mettre les deux fibres qu'on souhaite joindre dans une machine qu'on appelle une fusionneuse. Et là, l'appareil va pouvoir les aligner l'une à l'autre et les faire fondre en fait pour les joindre. Ce qui fait que le signal pourra passer de la fibre de mon premier câble à celle de mon deuxième câble. Est-ce que ce serait possible, avec énormément de patience, que humainement, quelqu'un soit capable de faire un alignement ou c'est justement tellement petit et tellement précis que ça prend absolument une machine? C'est possible de faire ce qu'on appelle de l'épissage mécanique, c'est-à-dire aligner dans une espèce de petit boîtier qui fait peut-être la taille de quelques allumettes. D'aligner ces deux fibres entre elles, d'ajouter une matière adhésive entre les deux et de pouvoir coller deux fibres ensemble. Mais c'est vraiment une solution de dépannage en cas d'urgence qui n'est pas très efficace d'un point de vue optique et qui n'est pas durable dans le temps. Donc toutes les fusions de fibres optiques se font à l'aide d'appareils qu'on appelle des fusionneuses, qui ont bien évolué avec le temps et qui sont beaucoup plus automatisées aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les années 80, par exemple, où on devait aligner visuellement sur un écran les fibres les unes avec les autres. Qui on retrouvait dans votre salle de cours cette semaine? Quel type de personne a besoin de cette formation-là? Alors, la formation est accessible à tous. Il faut être majeur, et puis c'est accessible à tous et c'est gratuit. La plupart des étudiants qui sont venus font déjà partie du monde du travail. Certains sont déjà dans un domaine d'activité qui est un peu en rapport avec la fibre optique et ils souhaitent augmenter leur niveau de compétence dans ce sujet particulier. Et d'autres pouvaient complètement souhaiter changer d'orientation radicale professionnelle et veulent apprendre de nouvelles connaissances et s'orienter vers un nouveau métier. On le sait, la fibre optique est présente de plus en plus partout, mais est-ce qu'il y a encore cette demande importante de gens qui sont spécialisés dans le domaine? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Avec la numérisation de l'économie de plus en plus, il y a un déploiement et de plus en plus de fibres optiques. On a besoin de plus en plus de fibres optiques car la fibre optique peut connecter à peu près tout, que ce soit les centres de données, le domestique, les bureaux. Donc, on a besoin de plus en plus de fibres optiques
Et il y a un manque de techniciens sur le marché actuellement. Quentin, je le disais, donc c'était la première formation qui était donnée cette semaine. Est-ce que ça va se répéter et quand, si ça se répète? Ouais, j'espère, parce que je tiens à dire que cette formation a été particulièrement intéressante. On a retrouvé des étudiants qui étaient très enthousiastes, avec de nombreux étudiants qui souhaitaient tout de suite se lancer dans ce domaine d'activité. Donc c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours autant de succès que cette fois-ci. C'était vraiment très positif. Les étudiants étaient très intéressés. Donc j'espère que ça va déboucher sur de nouvelles vocations, de nouvelles carrières et des embauches à court terme. Euh, je pense donc que c'est très possible qu'on revienne dans les mois à venir. Vous disiez De- ils avaient l'air très heureux dans leur expérience. Ça a été quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oh, ils étaient extrêmement enthousiastes. Ils étaient extrêmement enthousiastes. On les a trouvés très intéressés. Cette formation a été particulièrement interactive. Ils posaient beaucoup de questions. Ils ont démontré de bonnes qualités également dans la partie pratique, puisque c'était pas uniquement du théorique, il y a une grande quantité d'informations théoriques à absorber, mais il y a aussi de la pratique, faire de l'épissage, et ils étaient particulièrement intéressés. Donc, dès la fin de la formation, on a eu des étudiants qui nous posaient les questions pour savoir comment peuvent-ils entrer dans le marché du travail, dans cette industrie dès maintenant. Et c'était quoi votre conseil quand ils vous posaient cette question-là? Ben, on a eu la chance, grâce à AWS, d'avoir plusieurs employeurs qui sont venus en fin de formation lors d'une discussion de panel pour pouvoir répondre aux questions des étudiants et qui étaient présents, avec lesquels les étudiants ont pu échanger leurs coordonnées et potentiellement envoyer des candidatures. Donc c'était pratique, très pratique. On prend la formation, on a la certification, puis on a un employeur qui nous attend la même journée. Quand même, Oui, faut oui. le faire. Quant à vous, qu'est-ce qui vous occupe ces temps-ci maintenant que la formation est terminée? Ah, je suis déjà de retour en Europe. Je suis déjà de retour en Europe et puis je reprends mes activités traditionnelles de soutien de clients avec déjà une nouvelle formation prévue pour la semaine prochaine. C'est une formation soutien technique. Cette fois-ci, à des techniciens qui sont déjà expérimentés, mais et qui utilisent certains de nos produits qui sont assez récents. Donc, on doit pouvoir proposer un soutien technique et l'accompagnement des techniciens, même lorsque les techniciens sont déjà expérimentés. Ben, Quentin Tricard, merci énormément pour ce témoignage concernant cette formation que vous avez donnée au Collège de Bois-de-Boulogne, ici à Montréal, pour un certificat d'épissure de fibre optique. Merci beaucoup à vous, Bruno. C'était un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer. Au revoir. Merci. On parle jeux vidéo maintenant. On a appris cette semaine que Montréal accueillait un nouveau joueur dans son industrie de la création, iWatt Game, la division jeux vidéo de iWatt Studio, qui vient d'ouvrir un studio entièrement dédié à un projet d'envergure. Ce studio va développer un jeu de rôle en monde ouvert inspiré de l'univers de La Roue du Temps, la célèbre série de romans de Robert Jordan, déjà portée à l'écran sur Amazon Prime Video. Et pour piloter cette aventure montréalaise, iWatt Game a fait appel à un vétéran de l'industrie, Stéphane Dastou, qui a dirigé les studios d'Ubisoft Montréal, d'Eidos Montréal et plus récemment de Crafton Montréal. Il occupe désormais le poste de directeur des opérations du nouveau studio. Bonjour Stéphane Dastou. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'accepter mon invitation puis d'être passé comme ça en coup de vent dans une journée de grosse annonce. Stéphane, d'abord, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette annonce, cette semaine? Ben, malgré les temps difficiles, dans tous les aspects économiques, mais disons dans le divertissement à Montréal, on a subi des contre-coups comme bien d'autres villes. Oui. Et je crois que ça, c'est un peu d'oxygène. Une belle nouvelle que une franchise de cette taille, La Roue du Temps, Wheel of Time, Ouais. qui vient que les
propriétaires de la propriété intellectuelle ont décidé que c'était à Montréal qu'ils allaient développer le jeu vidéo dédié à cette franchise. C'est un honneur et ça fait du bien. On peut respirer un peu. Il y a de la bonne nouvelle et j'essaye de la partager. C'est un gros titre, puis d'autant plus que, bon, dans le décor, c'est sur Amazon Prime, là, qu'il y a quelque chose qui est là. J'imagine que ça vient avec une pression. Tu en as parti des studios à Montréal qui étaient des grandes bannières, puis il y en a d'autres qui étaient peut-être moins connus, mais chaque fois, c'est toi qui générais des grandes productions. Là, tu arrives avec un grand poids sur les épaules. Ça veut dire quoi, ça? Oui, donc, pour remettre, pour mettre les gens au parfum, Wheel of Time, La Roue du Temps, c'est une collection de 15 romans qui ont vendu plus de 100 millions d'unités. C'est dans les top 3 romans qu'on dit high fantasy. Donc, on se compare avec Lords of the Rings, Harry Potter, puis Games of Thrones. Donc, on est dans cette ligue. Il y a eu comme tu le mentionnais, trois saisons de la mini-série sur Amazon qui ont eu un auditoire qui se sont ajoutés à fur et à mesure des métacritiques d'au-dessus de 80, Rotten Tomato. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est une des rares occasions où est-ce que je vais développer un jeu où il y a déjà beaucoup de connaissances et que des gens connaissent la propriété intellectuelle de la franchise. Donc, c'est une belle pression. La communauté sur Wheels of Time, elle est très active, très vocale. Donc, on va devoir faire un travail. Elle est très sévère aussi. Oui. Comme souvent, comme sont les communautés qui veulent protéger leur franchise, et ce que je comprends tout à fait, mais je pense que nous sommes conscients, premièrement. Donc, on sait qu'on doit les écouter, mais on doit aussi prendre des décisions qui seront les meilleures pour le jeu. Parce que faire un jeu, c'est pas un roman, c'est pas une télésérie, ça reste un jeu, mais il faut respecter l'esprit de la franchise. L'ADN. C'est ça. Ouais. Stéphane, tu le disais, l'industrie du jeu canadienne, puis même mondiale, est passée par des soubresauts. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'embauche des emplois, arriver à démarrer comme ça un studio à Montréal? Ben, c'est drôle que tu me poses la question, Bruno, parce que j'ai dû recruter pendant la pandémie, puis juste la post-pandémie, où les gens, premièrement, c'était le plein emploi, on doit le dire. Le bon bout du bâton était sur les employés. Ouais. Lorsqu'on les interviewait, je vais utiliser une expression en anglais, What can you do for me? Et pas l'inverse. Maintenant, en 2003-2004, j'ai vu que ce sommet-là, on avait franchi ce sommet-là. Et donc là, ça redevenait un peu plus équilibré avec les coupures, malheureusement, les réductions des tailles des studios et des équipes. Ça a comme c'est revenu un peu plus à la normale. C'est toujours triste d'avoir des coupures, mais c'est un équilibre un peu plus normal, que je pourrais dire. Et là, je crois que il n'y a pas beaucoup de studios qui ouvrent présentement. Et si je peux dire que les studios qui ouvrent présentement ont peut-être un peu le bénéfice présentement parce qu'il y a plus de monde actif à la recherche. Donc, je me croise les doigts parce qu'on veut trouver les bonnes personnes. Pas seulement ceux qui sont disponibles, mais les bonnes personnes dans la bonne place. Mais ça signifie combien d'emplois, ça? À terme, à maturité, comme notre communiqué de presse mentionne, parce que c'était important, je voulais que les gens comprennent l'ambition et du studio, c'est qu'à maturité, lorsque nous aurons atteint la phase de production, on devrait être entre 200 et 300. Donc, ça, c'est dans plusieurs années. Les gens doivent comprendre qu'on commence avec une phase de conception, pré-production, production. Donc, mais ça illustre, parce que dans les dernières années, les studios qui se sont annoncés ici à Montréal, c'était des ambitions louables, parfaites, correctes, mais c'était pas à ce niveau de taille de studio. Donc, c'était important pour moi de communiquer ça pour dire que on est sérieux, c'est ambitieux, puis on va avoir besoin de beaucoup de talent. Alors, ça va être quoi les premiers objectifs du studio? Bon, dans les mois à venir? Hein?
Oui, mais comme directeur des opérations, il y a plusieurs choses que je vais devoir mettre sur place, mais principalement, c'est de monter l'équipe noyau, comme on appelle en jargon de jeu le core team, donc l'équipe noyau. Donc, c'est-à-dire certains niveaux de directeurs seniors qui vont créer une équipe de leadership senior, puis par la suite, eux vont se former une équipe sous leur direction. Donc, on parle toujours des 3 grandes divisions de métiers, l'art, artistique, technologique et design. Et puis, on va décanter par la suite du recrutement, toujours senior, parce qu'il faut croire, faut savoir que les gens doivent savoir que pour les 30 premières personnes qui se joignent à un studio, c'est des gens normalement qui ont, je sais pas moi, entre 6 et 6 ans d'expérience et plus. Ouais. Donc, je sais que je reçois énormément de sollicitations de gens qui sont, et ce que je comprends, mais je leur demande d'être un peu plus patients s'ils n'ont pas ce niveau d'expérience. Stéphane, je sais que pour avoir donné une entrevue récemment à mon collègue Carl Edwin, Oui, tu étais très heureux où tu étais auparavant. Qu'est-ce qui fait que tu as dit oui à ce défi-là? bonne question. Très bonne question. Moi, mon motto, c'est de dire, il faut que je trouve l'endroit où est-ce que j'ajoute le plus de valeur. Moi, je me vois comme gestionnaire, comme dirigeant. Je dois ajouter de la valeur dans le contexte dans lequel je suis, avec les gens, dans le projet, dans la circonstance. Chez Crafton, nous avons monté une équipe très solide en très peu de temps, avec une excellente franchise aussi. Les choses commençaient dans mon secteur d'activité, commençaient à se stabiliser. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça qu'on cherche. Ben oui, on veut monter, stabiliser et livrer. Mais lorsque je vois des opportunités qui n'arrivent pas à tous les jours, et surtout de nos temps un peu difficiles, d'ouvrir un nouveau studio avec cette ambition, avec cette taille, c'était vraiment difficile à résister. Et je me voyais dans une position où est-ce que je pouvais ajouter de la valeur. En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines à venir, pas les mois à venir, les semaines à venir? Les semaines. Ben, j'espère que le mot va se passer. J'espère de pouvoir donner de l'oxygène un peu à des gens de l'industrie qui en ont besoin. Si je peux contribuer au bien-être montréalais dans le divertissement numérique, tant mieux. Mais je souhaite évidemment de trouver les bonnes personnes au bon moment pour le bon endroit, le bon poste. Donc, c'est principalement le défi le plus important, le plus critique, c'est de trouver les 5 à 10 premières personnes qui vont forger le studio dans les années à venir. Ben, Stéphane Dastou, le nouveau directeur des opérations, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, puis merde pour la suite, parce que le plaisir, l'aventure ne fait que démarrer. Merci. Merci énormément, Bruno. C'est très gentil de ta part. Salut. Le studio Gameloft célèbre cette semaine ses 25 ans de présence à Montréal. Un quart de siècle marqué par l'innovation, la croissance et une influence majeure dans l'univers du jeu vidéo. Pour souligner cet anniversaire, le studio inaugure d'ailleurs de nouveaux bureaux et présente ses projets d'avenir, dont un titre très attendu, inspiré de l'univers Donjons et Dragons. Alors, beau prétexte pour rencontrer le directeur du studio montréalais afin de revenir sur les moments marquants de cette aventure, les virages vers le jeu PC et la console et le rôle du studio dans l'écosystème vidéoludique. Bonjour Mathieu Dupont. Bonjour Bruno. Mathieu, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, bonne fête. Ah, merci beaucoup. Oui, 25 ans que Quand même, Gameloft dans existe. l'industrie. Et Pas 25 ans que Gameloft Montréal a ouvert à Montréal, du coup. Étiez-vous là il y a 25 ans? Non, puisque j'avais 14 ans. Donc, vous vous faufiliez pas là, dans la porte, là, en train de regarder les développeurs de jeux? Je jouais déjà à des jeux Gameloft, mais je ne participais pas encore à l'aventure. Mais ça fait quand même 14 ans que je suis chez Gameloft, donc finalement, j'ai été là pour une
bonne partie de ces 25 ans. Ben, si je vous demandais, parce que justement, vous en avez déjà couvert 14 en votre personne, puis je suis sûr que vous avez parlé avec des gens quand vous êtes arrivé des histoires d'antan, ça serait quoi le moment le plus marquant pour le studio de Gameloft à Montréal? Pour moi, clairement, c'est le passage du jeu sur mobile au jeu sur console et PC qu'on a effectué finalement assez récemment, puisque Ben c'est oui. avec notre jeu Disney Dreamlight Valley sorti en 2022. Et en fait, ça a vraiment marqué un changement pour le studio et pour Gameloft, qui était d'abord un éditeur de jeux mobile. Et on est devenu un éditeur 50-50 mobile, PC, console. Et plus particulièrement dans le studio de Montréal, on est devenu un pure player PC, console. Donc on se concentre vraiment sur ce genre de jeu pour notre futur. Ouais. Et ce changement-là, à l'époque, ça a demandé quoi, ça, à l'équipe? Ça a demandé une réflexion autour des jeux qu'on allait faire, comment on allait les faire et avec qui on allait les faire. Donc ça a demandé beaucoup de changements, mais il y avait aussi une passion, un enthousiasme pour ce genre de jeu qu'on retrouvait dans les équipes qui nous a permis justement de sortir un très grand succès, le plus gros succès de Gameloft. Donc on est très heureux et moi particulièrement d'avoir fait ce changement-là. Ouais. Mais justement, ben, vous l'avez mentionné, hein, Dreamlight Valley, c'était le jeu de Disney. Est-ce que ce changement-là est survenu chez Gameloft Montréal, j'allais dire, à cause de ce jeu, ou c'était que ça vous prenait le jeu pour faire ce changement, mais ça aurait pu être autre chose? Il y a eu une réflexion qui s'est faite qu'on était un pur joueur mobile, mais que du coup on n'adressait pas 50% du marché, qui est le marché PC console du jeu vidéo. Et avec les talents qu'on a à Montréal, les talents qu'on peut recruter aussi à Montréal de par l'écosystème PC console qui existe, on s'est dit que ce jeu-là pouvait être vraiment la tête de proue de cette nouvelle stratégie, et ça a été fort heureusement un très très grand succès, ce qui nous permet aujourd'hui de développer un jeu Donjons et Dragons par exemple aussi sur ces plateformes-là et de pouvoir continuer cette stratégie dans les années à venir. Le titre magique, on va y revenir à ça, mais j'ai d'autres questions avant. Si je vous demandais de me décrire l'ADN du studio, ce serait quoi? C'est vraiment centré autour de deux piliers, je dirais. C'est la responsabilisation ou l'ownership, comme on dirait en anglais, de nos talents et de nos équipes. Donc, c'est des équipes qui sont pas toutes petites, mais qui sont pas non plus très grosses, ce qui nous permet une prise de décision rapide, une agilité dans la manière dont on fait les jeux et de pouvoir pivoter, changer, innover de manière très rapide. L'autre pilier, je vous dirais, c'est vraiment l'ambition. Et je pense que ça se montre avec ce qu'on a réussi à sortir. On était un studio uniquement centré sur les jeux mobiles. On a eu cette ambition d'aller sur des plateformes où on n'était pas forcément légitime à l'époque, où tout le monde ne croyait pas forcément à cette stratégie. On a eu cette ambition de passer là-dessus et ça a été un succès. Donc voilà, j'essaye de mener le studio avec cette ambition-là et je sais que derrière, j'ai des équipes qui ont le talent pour réaliser cette ambition. C'est intéressant parce que j'écoute les deux éléments que vous mentionnez, puis j'ai l'impression que, dans le fond, ça vient avec le temps, avec l'ancienneté, avec l'expérience, puis ça illustre bien 25 ans de développement de jeu, ça. Ouais, exactement. Tu vois, on a 30% de nos 370 employés qui sont avec nous depuis plus de 10 ans. Donc on a vraiment créé à Montréal un écosystème, une fidélité chez certains de nos employés qui nous a permis, et c'est eux qui ont fait ce changement aussi, mobile, PC, console. On n'a pas changé complètement les équipes, on a des gens qui se sont réinventés, qui ont travaillé avec des nouvelles technologies et qui ont su faire un succès. Et je pense que cette manière d'être ambitieux et de se réinventer, ça nous permet aujourd'hui d'être dans une position très confortable, alors même que l'industrie est quand même en crise pour plein de raisons. Mais nous, on a cette chance-là d'avoir ces équipes extrêmement talentueuses et aussi d'avoir sorti le bon jeu au bon moment. Ouais. Mais c'est drôle que vous parliez de ces gens qui sont là depuis longtemps parce que de l'autre côté, vous êtes reconnu pour investir dans la relève. Oui, tout à fait. On a des partenariats notamment avec différentes écoles, que ce soit l'UQAT, le NAD, l'ISART, des événements qu'on fait avec eux. On fait partie de certains de leurs jurys, on prend des stagiaires. Donc on est investi dans cet écosystème québécois et montréalais qui nous permet aussi de former la nouvelle génération de développeurs. On va arriver sur la fin, je te dirais, de la première génération. Finalement, il y a des gens qui vont commencer à prendre leur retraite. Ça sera vraiment les premiers développeurs. Et donc, on encourage évidemment cet écosystème local et québécois. Et comme ce n'était pas assez de souligner 25 ans de présence à Montréal, en même temps, vous décidez d'inaugurer des nouveaux bureaux. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, en quoi les nouveaux bureaux, vos nouvelles installations, sont différents des anciens? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer ou changer?
On a une nouvelle réalité depuis le Covid, c'est qu'une partie de notre staff est en hybride, donc vient quelques jours au bureau et reste quelques jours à la maison. Et c'est une réalité qu'on veut pas nier et qu'on veut encourager. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment travailler sur des espaces de rencontre plus fluides pour que quand tu viens au bureau, c'est pas pour se connecter à Zoom ou à Teams toute la journée, mais c'est pour rencontrer les gens et parler de manière plus humaine, je dirais, dans des locaux et des salles de rencontre organiques. Donc il y avait ce travail-là d'ouvrir un peu ces bureaux et de les rendre plus agréables pour ce genre de mode de travail. Je reviens sur une réponse que vous m'avez faite tout à l'heure. Vous parliez justement c'était le bon jeu, je pense à Dreamlight Valley, là, c'était le bon jeu. Et vous n'avez pas perdu le pied depuis. Aujourd'hui, c'est des millions d'utilisateurs actifs mensuellement qui sont là, qui profitent de vos créations. Comment vous vous adaptez, vous, depuis ce temps-là, aux attentes du public? Je peux parler spécifiquement de ce jeu-là, puisque c'est celui qu'on a fait ici. Et on a vraiment, je pense qu'il nous a réussi, c'est qu'on a identifié une audience pour laquelle on allait faire ce jeu. On a fait des playtests, on a fait des enquêtes, etc., qui nous ont permis vraiment d'identifier ce qu'ils attendaient. Et on avait évidemment des talents créatifs fans, dans les équipes fans de ce genre de jeu-là. Et je pense qu'on a répondu à une demande qui n'était pas encore remplie par un autre jeu. Et quand on arrivait avec ce jeu-là, les gens qui cherchaient cette expérience Disney de jeu de simulation, il y a qu'un seul jeu qui le fait et c'est nous. Et ça nous a permis d'en faire un succès. Je pense que si tu veux vraiment adresser une audience trop large, le jeu risque de perdre sa saveur, d'être plus dilué et finalement de pas trouver son public. Donc nous, on a pris un take fort qui est celui de Disney, mais ce qui a finalement trouvé une audience qui aujourd'hui revient chaque jour pour jouer au jeu. La force du studio de Gameloft à Montréal, c'est en grande partie son équipe, les gens qui la composent. La diversité culturelle, c'est toujours aussi important pour vous? Oui, c'est très important. Nous, on a un pourcentage important de gens d'ailleurs qui viennent, j'en suis l'exemple, hors du Québec. Et on a des gens qui viennent ici, qui apprennent le français pour ensuite rester de nombreuses années avec nous. Donc c'est depuis toujours, en fait, on a une équipe recrutement avec des spécialistes aussi en immigration qui nous permettent aussi de faire venir des talents qui contribuent aussi à la richesse du Québec. Et on encourage cette diversité parce que je pense qu'elle nous permet de faire de meilleurs jeux en ayant différents points de vue qui nous permettent justement de trouver notre audience et de pas seulement avoir un moule préétabli. Tu vois, l'audience de Disney, c'est 85% de femmes qui jouent à ces jeux-là. On est extrêmement fiers de pouvoir proposer une expérience vidéoludique à ce public-là qui finalement est assez peu servi hors mobile. Quand on regarde l'écosystème de Gameloft, elle se situe où, la place du studio de Montréal, dans l'écosystème international? Là? Je vais te dire tout en haut. On est un des studios les plus importants en termes de nombre de personnes. On a plus de 370 personnes ici. On a des licences phares, donc que ça soit Disney, que ça soit Donjons et Dragons. On avait sorti un jeu Lego Star Wars en 2021, donc on contribue et on travaille avec tous ces gros licensors. Donc ouais, pour nous, ça reste ce qu'on a réussi à faire avec Disney nous donne une légitimité qui nous permet de créer d'autres jeux pour la suite. Bon, là, j'ai attendu assez longtemps. Vous l'avez mentionné, Donjons et Dragons, tout à l'heure. Vous venez de le mentionner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Je sais qu'on est au mois de mai 2025, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Donjons et Dragons? Je vais pas pouvoir en révéler trop, mais effectivement, on a fait une annonce il y a à peu près un an, je pense. Ouais. Donc, c'est un jeu de simulation de vie / survival, qui est un genre assez populaire. Et donc, ce qui nous plaît, c'est vraiment d'intégrer cette licence dans ce genre dans laquelle on ne l'a pas vu. Il y a évidemment Baldur's Gate qui a pris cette licence dans le jeu de rôle. Et nous, on la prend dans un nouveau mode de jeu. On pense vraiment qu'il y a une synergie très forte entre le gameplay et les mécaniques et les spécificités de la licence, que ça soit les classes, que ça soit les sorts, que ça soit tout ce qui fait que Donjons et Dragons est Donjons et Dragons. Donc, je pourrais pas en dire beaucoup plus que ça, mais on a une équipe de passionnés également, tout comme on avait une équipe passionnée de Disney sur l'autre jeu. Et je pense que c'est déjà une très bonne première étape pour faire un succès, c'est des gens qui comprennent la licence et qui comprennent le genre de jeu qu'on fait. Donjons et Dragons, ça fait partie du futur, du maintenant, mais aussi du futur de Gameloft Montréal. À quoi ressemble le futur des prochains 25 ans? Vous voyez où le studio? Évidemment, vous serez encore à sa tête, là. Mais... Évidemment.
toujours aussi jeune. Oui. Pour moi, j'embrasse complètement l'avenir PC-console. Après, des nouvelles plateformes peuvent émerger. Et Gameloft a toujours été plutôt même très innovant Dès le départ, voilà, en sur s'intéressant. mobile, sur des téléphones vraiment non intelligents à la base, on peut le dire. Gameloft était présent, donc on regarde toujours ce qui se fait dans l'industrie. C'est vrai qu'il y a moins d'innovation sur les plateformes, soyons francs, mais on est toujours à l'affût de ce qui pourrait être un nouveau succès ou une nouvelle plateforme. En attendant, je pense que le PC console est encore là pour très longtemps, et d'ailleurs le marché PC ne fait que croître, donc c'est quelque chose vers lequel on veut continuer à aller et vers lequel on continuera de faire des jeux. Mathieu Dupont, directeur du studio de Gameloft Montréal, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis encore une fois, bonne fête. Et puis, vous passerez le mot à tous vos collègues parce que vous êtes nombreux à faire le plaisir de bien des joueurs à travers le monde. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Cette semaine, Carl-Édouard Michel s'entretient avec Jean-François Major de Tribute Game, qui nous parle de son parcours dans l'industrie du jeu vidéo, de la création de leur jeu à succès Teenage Mutant Ninja Shredder's Revenge, ainsi que de l'annonce de leur tout nouveau projet Marvel Comic Invasion, qui sera disponible sur la Switch 2 cette année. Tu es cofondateur et même programmeur chez Tribute Game, un studio indépendant qui a récemment connu un succès monstre avec Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, qui était en 2022. Vous venez tout juste d'ailleurs d'annoncer votre prochain jeu qui s'appelle Marvel Cosmic Invasion, qui sera notamment disponible sur la Switch 2. Donc, super excitant de ce côté-là. Mais avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais vraiment parler de toi. Parler un peu de ton parcours, comment tu as commencé ta carrière dans le monde du jeu vidéo, puis comment le studio Tribute Game est né. Donc, j'aimerais un peu t'entendre là-dessus. Ouais, donc j'ai fait mes tout débuts chez Microids en tant qu'intégrateur. L'équivalent aujourd'hui, je pense, dans l'industrie, c'est plus level designer. Il y a 22 ans de ça, là, ça fait quand même un certain bout. Puis j'avais travaillé, entre autres, sur le jeu Memory the Apprentice Knight, qui est un Zelda killer, qui a vendu 7000 copies. Donc, pas tout à fait un Zelda killer, mais c'est vraiment un projet très excitant. J'ai fait un court parcours chez Microids pour ensuite passer 6 ans chez Ubisoft, où j'ai transitionné vers le rôle de programmeur. Puis plus spécifiquement, c'était sur les projets de Game Boy Advance, donc des jeux qui sont au pixel, sur des équipes de 10 à 15 personnes. Donc c'était vraiment comme un rêve pour moi là, de un peu toucher à tout, puis de faire un petit peu un retour en arrière là, sur des jeux un petit peu plus rétro. Donc ça touchait pas mal plus déjà mes cordes sensibles, qu'est-ce qui me passionnait. J'ai fait un autre court parcours chez Eidos. Oui. J'ai travaillé sur Deus Ex Human Revolution. Puis ça, c'était un peu le moment que je mijotais la suite de ma carrière. Donc, Deus Ex, c'était un autre gros projet. Oui. Avec je voulais retourner à des petits projets au pixel. Donc, avec mon collègue de la Game Boy Advance, Jonathan Lavigne, c'est là qu'on a mis notre plan en branle, on va dire, de faire un retour à ce qui nous passionne, puis partir à un studio où que la priorité, c'est le pixel art, puis c'est des petites équipes. Donc, c'est un peu comme ça que Tribute Games est né en 2011. Est-ce que ça a été un défi pour toi, pour vous deux, en fait, de démarrer ce studio-là? Avez-vous eu des embûches ou ça a été vraiment « Hey, c'est facile, on y va » ? En fait, c'est sûr que c'était assez challengeant. Là. Je dirais que ni Jonathan ni moi, on avait un background d'entrepreneur. Partir d'une compagnie, on l'a vite découvert dans la première année que ça l'a hypothéqué majeure partie de notre temps. Nous, on voulait juste faire des jeux puis se faire du plaisir, là, mais finalement, ça... Le côté business. Le côté business a pris le dessus.
Puis je vais dire ça comme ça. Heureusement qu'on avait tout ce background-là derrière nous, toute cette expérience-là. Parce que ça nous a permis de faire des erreurs, disons, côté business, mais on pouvait tout le temps s'appuyer sur le fait que nos jeux étaient solides puis que on savait déjà comment développer des jeux. Donc, on avait au moins ce volet-là qui était solide. Là. Ouais, vous avez cette expertise-là qui vous a aidé justement à continuer malgré peut-être, j'imagine, certaines embûches, point de vue à faire, mais vous avez continué votre lancée comme ça. Alors, j'aimerais parler de vos jeux parce que vous en avez fait pas mal. Puis, il y a une chose qui m'intéresse dans tout ça, c'est que vous avez fait vos propres IP parce qu'il y a des gens qui vous connaissent à cause de Teenage Mutant Ninja Turtle et évidemment la nouvelle annonce de Marvel, mais vous aviez quand même commencé à faire vos propres jeux. Parle-nous un petit peu de ça, puis après ça, parle-nous d'où c'est venu cette collaboration-là avec Teenage Mutant Ninja Turtle, qui est une franchise énorme. Comment on passe à faire nos propres IP et à aller directement à du Teenage Mutant Ninja Turtle? Quand on a débuté Tribute, nos aspirations, c'était de faire nos propres créations. Là, les idées, c'est pas ça qui manque. Donc, on avait déjà 2-3 projets derrière notre tête là, qu'on voulait accomplir. Mais on a toujours gardé la porte ouverte s'il y avait une licence qui nous passionne, qui fit avec la brand de Tribute, ben on ne fermerait pas la porte. On garderait l'esprit ouvert à ce niveau-là, puis pas pour se le vanter, là, mais on a joué un petit peu hard to get. Au courant des années, là, on s'est fait offrir à quelques reprises des licences que trouvaient justement qui nous représentaient pas nécessairement, qu'on connaissait moins. Mais dans le cas de TMNT, à chaque fois qu'on avait des discussions avec Nickelodeon, on leur disait on serait intéressé de faire un jeu des Tortues Ninja là, sur Game Boy Advance chez Ubisoft. On avait d'ailleurs fait un jeu de TMNT. Donc, on avait tout le temps un peu ce souhait-là de revisiter la licence puis essayer de rêver au maximum. Donc, ça a pris quelques années, puis éventuellement, Nickelodeon, on dit, faites-nous un pitch. On est prêt à vous écouter. Puis finalement, avec l'aide de Dotemu, ils nous ont accordé la licence. Là, après ça, on va dire que les portes se sont ouvertes encore plus pour la suite. Puis depuis la sortie de Shredder's Revenge, justement, tout le monde aimerait ça qu'on fasse un traitement Shredder's Revenge avec leur licence. Bon, je sais que tu peux pas trop en parler encore, mais j'aimerais parler un peu de Marvel Cosmic Invasion. Est-ce que Shredder's Revenge vous a ouvert les portes avec Marvel? Parce que là, on parle de non seulement un jeu avec franchise qui est énorme, qui est très respecté, mais en plus, un titre qui va sortir sur une des consoles les plus attendues, la Switch 2 et évidemment sur PC, etc. Donc, comment ça s'est passé, cette mise en relation, si on veut, avec Marvel? Puis est-ce que Shredder's Revenge a vraiment aidé de ce côté-là? Oui, absolument. C'est sûr que quand on a terminé le projet des Tortues Ninja, c'est dit, faut double down. Il faut continuer dans cette lignée-là. C'est tellement immense, on peut pas juste passer à autre chose. Donc, nous, on avait déjà une petite liste de jeux qui nous intéressaient. Puis, si je peux partager un petit peu là, les éléments clés qui font notre sélection d'un jeu, là, c'était principalement l'historique de la licence dans les jeux vidéo. Donc, on voulait que c'était un jeu ou une licence qui avait déjà eu un jeu auparavant. Idéalement, dans les années 80-90, avec un traitement au pixel. Dans le meilleur, si possible, une licence qui est forte à la télé, au cinéma, puis idéalement qui est multigénérationnelle. Donc, comme les Tortues Ninja, il y a encore des enfants qui écoutent la série, puis ils peuvent jouer au jeu avec leurs parents. Eux, ils écoutaient la série dans les années 80. C'est ça. Puis ensuite de ça, c'est forcément, il faut aussi que l'équipe soit passionnée puis ait un intérêt. Parce qu'on veut pas que ça devienne un devoir pour nous. Là, on fait juste prendre toute l'information qu'on a déjà accumulée sur ces licences-là en étant fan. Ça nous simplifie la tâche, disons. Donc, sachant ça, Marvel, ça
cochait toutes ces cases-là. On a fait un premier pitch il y a presque 2 ans de ça. Puis ça a été... c'est sûr qu'on n'aurait jamais été capable d'avoir la licence si c'était pas de TMNT. Je pense que la réputation que le jeu a amenée a fait en sorte que tout le monde parlait de ça serait bien qu'il y ait un nouveau X-Men ou un nouveau jeu de Marvel avec l'équipe de Tribute puis qui donne un traitement Shredder's Revenge. Là. Donc, je pense que on n'aurait pas pu sauter à cette licence-là aussi convoitée sans le succès de TMNT. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis, encore félicitations d'avoir eu cette licence-là. J'ai bien hâte de voir la suite. Évidemment, on peut pas trop en parler pour l'instant, mais on va te revoir pour une autre entrevue quand ça sera plus proche de la sortie. Jean-François, un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton parcours dans l'industrie, puis aussi de nous parler de vos succès que vous avez eus jusqu'à présent et évidemment, ce qui s'en vient. J'ai bien hâte, évidemment, d'en apprendre plus, mais pour l'instant, je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler. Bien, merci à toi. Et si vous aviez discuté avec une intelligence artificielle sans le savoir? Cette semaine, Thierry Weber revient sur une expérience controversée menée par des chercheurs suisses qui ont infiltré Reddit avec des robots conversationnels pour étudier leur pouvoir de persuasion. Résultat des courses, des milliers d'interactions truquées sans consentement des utilisateurs et une vive réaction de la communauté. Thierry nous explique ce qui s'est passé et pourquoi ça soulève de sérieuses questions éthiques. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et si, sans le savoir, vous aviez débattu avec une intelligence artificielle se faisant passer pour un être humain sur Reddit? Cette semaine, je souhaite vous parler d'une expérience menée par des chercheurs de l'université de Zurich qui a suscité une vive polémique. En infiltrant la communauté Reddit avec des bots d'IA, ces chercheurs ont voulu tester la capacité de l'intelligence artificielle à influencer les opinions humaines. Mais cette démarche, comme vous pouvez vous en douter, soulève de nombreuses questions éthiques et met en lumière les défis liés à l'utilisation de l'IA dans nos interactions en ligne. Alors, je vous explique. Entre novembre 2024 et mars 2025, des chercheurs de l'université de Zurich, ici en Suisse, ont déployé 13 comptes contrôlés par des IA sur un subreddit qui se prénomme Change My View, une plateforme dédiée au débat d'opinion. Ces bots ont publié près de 1700 commentaires se présentant comme des utilisateurs humains avec des histoires personnelles allant de survivants, d'abus, à des conseillers en traumatologie, etc. Leurs objectifs étaient d'étudier la capacité des modèles de langage à persuader les utilisateurs humains. Les résultats ont montré que ces commentaires générés par l'IA étaient jusqu'à 6 fois plus efficaces pour changer les opinions que ceux rédigés par nous les humains. Cependant, cette expérience a été menée sans le consentement des utilisateurs, ni l'approbation des modérateurs de ce subreddit, violant ainsi les règles de la communauté et soulevant des préoccupations éthiques majeures. Ce qui me frappe particulièrement, c'est l'ampleur de la réaction négative de la communauté Reddit et des experts en éthique. Les modérateurs de Change My View ont exprimé leur indignation face à cette intrusion, qualifiant l'expérience de violation de la confiance et de manipulation délibérée. Ils ont demandé des excuses et ils ont exigé que les résultats de l'étude ne soient pas publiés. Reddit, de son côté, a condamné l'expérience comme étant impropre et hautement contraire à l'éthique, envisageant même des actions légales contre les chercheurs de l'université de Zurich. Cette même université a reconnu les préoccupations soulevées et a indiqué qu'elle renforcerait ses protocoles d'examen éthique à l'avenir. Ce cas met en évidence les dangers potentiels de l'utilisation de l'IA pour manipuler les opinions en ligne. Il soulève des questions cruciales sur la transparence, le consentement et la responsabilité dans la recherche impliquant des interactions humaines. Et chez nous en Suisse, qu'est-ce que ça a généré comme réaction ? Eh bien, cette affaire a suscité un débat national sur l'éthique de la recherche et l'utilisation de l'IA. L'Uni de Zurich, l'une des institutions académiques les plus respectées du pays, se retrouve au centre de cette controverse. Cela souligne la nécessité pour les institutions suisses de mettre en place des directives claires et strictes concernant les recherches impliquant l'IA et les interactions humaines.
Peut-être que c'est là que se cache une partie de l'avenir du sujet, dans la capacité de nos institutions à anticiper et à encadrer les usages de l'IA de manière éthique et responsable. Finalement, ce que je retiens de tout cela, c'est que l'IA, aussi puissante soit-elle, doit être utilisée avec prudence et responsabilité. Cette expérience nous rappelle que la transparence et le respect du consentement sont essentiels, même dans le monde numérique. Je devrais même dire surtout dans le monde numérique. Et vous, avez-vous remarqué des interactions en ligne qui vous semblaient trop parfaites pour être humaines ? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. En tout cas, je vais continuer à suivre de ça de très très près, humainement parlant bien évidemment. D'ici là, faites attention à qui vous parlez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Cette semaine, Stéphane Ricoul nous partage une réflexion très personnelle. Il revient sur la mort d'un ami au beau milieu de la pandémie, isolé par les circonstances. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, est-ce que le progrès technologique aurait pu rendre les choses moins difficiles ou du moins plus humaines? Stéphane Ricoul. Il y a 5 ans, le 9 mai 2020 exactement, mon meilleur ami Yves nous quittait. Seul dans sa chambre d'hôtel, isolé par les restrictions sanitaires d'une pandémie qui avait figé le monde. À l'époque, j'avais écrit un texte, une sorte de lettre ouverte au numérique, lui reprochant son impuissance face à notre besoin fondamental de connexion humaine. 5 ans plus tard, je me demandais ce qui aurait changé pour Yves, si c'était arrivé aujourd'hui. En 5 ans, notre rapport à la technologie s'est transformé. La télémédecine, autrefois solution de dernier recours, est devenue pratique courante. Les dispositifs de surveillance à distance se sont perfectionnés. Nos écrans sont devenus des fenêtres plus transparentes vers ceux qu'on aime. Je me souviens avoir questionné le numérique. Pourquoi ne m'as-tu pas proposé de venir lui rendre visite en réalité virtuelle? Cette question qui semblait presque utopique en 2020 trouve aujourd'hui des réponses concrètes. Des systèmes comme celui de Surgical Theatre permettent aux médecins d'immerger les patients et leurs familles dans des environnements virtuels partagés. Des technologies, initialement conçues pour visualiser les interventions chirurgicales, servent maintenant à créer des espaces de rencontres virtuelles. Les chambres d'hôpital aussi ont évolué. Elles sont intelligentes et intègrent des écrans haute définition et des systèmes de communication immersifs. J'imagine Yves dans une telle chambre, où j'aurais pu apparaître presque grandeur nature sur un mur, où nous aurions pu partager un moment de plus qui nous aurait semblé presque réel. Un hug virtuel nous aurait fait tant de bien à lui comme à moi, écrivais-je en 2020. Eh bien, en 2025, ça s'en vient ce hug virtuel. Les gants haptiques HapX permettent aujourd'hui de ressentir la texture et la résistance d'objets virtuels. La technologie n'est pas encore parfaite, mais elle progresse. Microsoft Research développe des interfaces comme OmniTouch, qui transforment n'importe quelle surface en interface tactile. J'aurais pu pouvoir serrer la main de Yves une dernière fois, même à travers ces technologies imparfaites, sentir sa présence d'une manière ou d'une autre. J'en parle souvent ces derniers temps, notamment au TVA Nouvelles avec Pierre et Olivier Zappa, mais les robots humanoïdes ont fait des progrès remarquables. Le robot Ameca d'Engineered Arts, avec ses expressions faciales presque humaines, aurait pu servir de proxy pour moi. J'imagine ce robot assis près du lit de mon ami, reproduisant mes expressions, mes gestes, devenant pour quelques instants une extension de moi-même. Dans certains hôpitaux, les robots de téléprésence comme le RP Vita d'InTouch Health permettent déjà aux médecins de visiter virtuellement leurs patients. Cette même technologie aurait pu me permettre d'être présent dans sa chambre, de me déplacer, de regarder par la fenêtre avec lui, de partager ces petits moments qui font la vie. Les chercheurs de Stanford travaillent sur le toucher par robot interposé, où des sensations tactiles sont transmises à distance. Tenir la main à travers un dispositif robotique, c'est faire sentir que nous ne sommes pas si loin. J'oublie pas bien sûr les intelligences artificielles conversationnelles comme GPT-4, qui peuvent aider à rester connecté même quand cette personne seule dans sa chambre est trop fatiguée pour tenir son téléphone. C'était son cas, mon ami. L'IA aurait pu lire mes messages, les lui transmettre avec ma voix, et capturer ses réponses, même murmurées. Le projet ELIC d'Institution Robotics a créé un compagnon IA
pour des personnes âgées qui apprend les préférences de son utilisateur et maintient une présence sociale. Une présence pendant ces longues heures de solitude, permettant de rappeler les souvenirs communs, évoquer les prouesses de nos enfants. Aujourd'hui, sa fille, Alexandra, étudie en audiovisuel. Son rêve, devenir réalisatrice. Elle a accepté de me partager un court-métrage qu'elle a réalisé dans le cadre de ses études. Vous ne serez pas surpris du sujet puisqu'elle a voulu imaginer ce que serait une intelligence artificielle à qui nous aurions transféré la mémoire de son père. C'est peut-être ça, vaincre la mort après tout, exister sous une autre forme. Dominique Leclerc, si jamais tu entends ou lis ces mots, dis-moi comment nous pouvons faire vivre ce court-métrage pour que le visage de Yves ne s'efface pas de nos mémoires. Malgré ces avancées, des limites demeurent. La technologie ne peut pas reproduire l'odeur familière d'un ami, la chaleur spécifique de sa peau et surtout l'énergie particulière de sa présence. Ça reste la prérogative de l'être humain, notre différence. La technologie ne peut pas remplacer le réconfort d'une présence humaine authentique. Et puis, il y a les questions éthiques. Jusqu'où aller dans cette médiation technologique? Quand devient-elle une barrière plutôt qu'un pont? Dans 5 ans, au 10e anniversaire de départ de mon ami Yves, l'informatique quantique aura peut-être transformé notre façon de communiquer. IBM développe des ordinateurs quantiques qui pourraient un jour permettre des simulations de présence d'un réalisme inédit. Les chercheurs explorent déjà la téléportation d'informations quantiques. Peut-être verrons-nous alors un beau melting pot de technologie avec des robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle avancée, alimentés par des processeurs quantiques capables de transmettre des sensations et des émotions d'une manière qui nous semble aujourd'hui impossible. Est-ce que ce serait bien? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait une acceptation sociale de masse sur ce genre de technologie? Sans doute. Des dérives potentielles? Sans doute aussi. La société va changer, c'est certain. Quel sens cela prendra, difficile à prédire. Mais 5 ans après, ce qui me manque de Yves, ça n'a pas changé. Son rire, sa façon de voir le monde, nos conversations interminables, ses nombreuses parties de billard qui se transformaient en séances de coaching professionnel, sympathiques et bidirectionnelles. Nous échangions conseils et perspectives sur nos vies, nos carrières, nos rêves, nos enfants. Une bière à la main et une queue de billard dans l'autre. Ces moments simples mais profonds, où l'amitié se construisait coup après coup, conversation après conversation. La technologie progresse, certes, mais l'essentiel reste le même, notre besoin de connexion humaine. Et malgré ma passion pour le numérique, c'est son livre, Xuan Shan, qui restera son legs le plus important pour moi. Ce récit de son voyage en Chine qui a changé sa vie et par ricochet a inspiré mes propres choix de vie. Les pages de ce livre contiennent plus de lui, plus de sa vision du monde que n'importe quelle technologie ne pourrait jamais capturer. Cher numérique, tu as fait des progrès. Tu n'es plus tout à fait celui que j'accusais il y a 5 ans, mais tu as encore du chemin à parcourir. Et toi, Yves, où que tu sois, sache que ces mêmes technologies les plus avancées ne peuvent remplacer celui que tu étais pour moi. Elles ne font que souligner par leur imperfection même la perfection de notre amitié. À mon meilleur ami, à toi, Yves, je t'aime toujours. On y est, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de signalétique. Oui, en gros, de la signalétique. Puis en France, évidemment, on appelle ça du wayfinding, de trouver son chemin. Mais c'est en fait quelque chose qui vient de Nouvelle-Zélande. Puis pour ceux qui sont des amoureux de Corto Maltese, on en parle dedans aussi. C'est la façon dont avaient les Maoris de se guider grâce aux étoiles, grâce au soleil, grâce aux animaux marins pour peupler finalement tout ce qui a été les îles du Pacifique. Donc, c'est quelque chose qui a été rattrapé par une compagnie australienne, ID Lab. Et donc, c'est ça, ils font du wayfinding, donc de la signalétique à l'intérieur des bâtiments, mais ils appliquent évidemment, et c'est pour ça que je leur ai parlé, des méthodologies de design et de UX pour arriver à bien comprendre comment améliorer le parcours d'un patient. Tu sais, un patient, quand tu vas dans un hôpital pour faire des tests, c'est quelque chose qui va pas bien, donc tu cherches, puis c'est souvent des noms médicaux, des termes qui sont complexes à comprendre, donc tu vas déranger du personnel qui sont sur place, tu vas arriver en retard à ta rencontre, on vit les mêmes expériences dans des aéroports, dans des gares. Et donc, cette semaine, je parle avec Loïc et Valérie Eligouarche qui m'ont parlé en direct de France et qui sont les représentants de cette compagnie-là en France, donc de ID Lab. Ben, écoute, on va aller écouter ça. Et merci de nous avoir raconté cette belle histoire de Nouvelle-Zélande pour amener à ton sujet. Salut, puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye. Et on écoute l'entrevue. Nous travaillons ensemble depuis une vingtaine d'années et principalement dans le milieu hospitalier, dans ce qu'on pourra appeler dans un premier temps la signalétique. Et nous sommes intervenus dans plus d'une centaine d'établissements de santé, dont une dizaine d'hôpitaux, et nous avons pu les suivre, nous, après, sur plusieurs années. Et au fil du temps, on avait constaté une chose sur la signalétique, principalement en France. Quand elle est conçue par des architectes ou des graphistes ou des entreprises de signalétique, en fait, elle ne répond pas ou plus aux attentes des utilisateurs. Alors, utilisateurs, que ce soit des patients, donc les personnes qui sont reçues, ou les professionnels, les personnes qui reçoivent. Et alors, au bout du bout, ce n'était satisfaisant ni en termes d'expérience patient et ni même pour l'hôpital lui-même. Et on voyait ça tous les jours, malgré tous les efforts, les mises à jour, les applications mobiles. Alors, il y a les plans, il y a les rubans de couleur au sol, plus de panneaux, il y a toujours plus de choses. Mais les patients continuent de se perdre et de demander leur chemin. Donc, avec Loïc, au bout d'un moment, on s'est questionné en disant, c'est pas possible. Il y a forcément une autre façon de faire. Il y a une autre solution. Il existe forcément quelque chose. Donc, on s'est renseigné et on a fini par découvrir le wayfinding design. Et nous, on s'est formé là-dessus. Est-ce que le wayfinding design est quelque chose qui est plus pertinent, plus on s'approche de la source d'un projet? Parce que ce que j'entends que tu nous dis, Valérie, c'est que un peu comme dans le design UX, si on intervient en tant que designer UX très en amont dans le projet, on va pouvoir influencer la direction générale du projet. Est-ce que dans ce que vous faites, d'être très, très près de l'architecte, très au départ du projet? Oui, c'est l'idéal quand on peut être dès le début avec l'architecte, ouais. Alors qu'il est vraiment en phase de réflexion, de construction. Oui, très en amont. C'est plus simple. Plus tôt on est engagé dans le processus de conception, plus notre impact, d'une part, dans le projet de conception va être important, et comme tu le disais pour l'UX, moins notre intervention finalement se verra, parce que tu participeras à concevoir un environnement qui lui-même aide à l'orientation. Alors que si tu interviens après coup, tu viens plutôt surcharger l'environnement. Tu compenses. Tu passes ton temps à compenser quelque chose qui n'a pas été prévu au départ. Donc, c'est clair. Le premier outil d'orientation, c'est l'environnement. Le premier outil d'orientation, donc, quand il s'agit de l'environnement bâti, c'est le bâtiment lui-même. Mais encore faut-il, avoir eu ce point de vue sur le déplacement dans les lieux. Alors, ce qui peut paraître un peu évident, je pense que n'importe quel architecte conçoit son bâtiment en pensant aux circulations, mais curieusement, on observe, je pense que c'est aussi lié à une évolution de notre urbanisation et de sa densification. C'est éminemment lié à la densification. À un moment donné, en fait, la problématique de perception dans l'environnement devient réellement problématique, et plus au XXIe siècle que sans doute au temps préhistorique, Et aujourd'hui, on a des problématiques d'usage qu'on n'avait pas, si je pense aux hôpitaux, parce que c'est vraiment notre domaine de prédilection, on a des problématiques de perception dans les hôpitaux aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ans, ou tout au moins pas autant. Au-delà, effectivement, où dans les grands centres hospitaliers, oui, on peut se perdre. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver en retard en consultation. Donc, ça désorganise toute la chaîne. Ça veut dire… En fait, tu désorganises tout le service. Voilà, tout. Ouais, puisque même, on va demander son chemin une fois, 2 fois, 3 fois. Ça donc participe aux fameuses interruptions de tâches. Nous, on les a calculées sur certains établissements. On est arrivé à un total de 38 équivalents temps plein par an, uniquement réservés, consacrés aux interruptions de tâches pour des demandes d'orientation. Ouais. C'est énorme. C'est un personnel, c'est du temps que le personnel soignant n'a pas. Ouais, et donc, il ne consacre pas aux soins. Donc, c'est effectivement, si on parle chiffres, c'est donc du temps perdu de soins. C'est du temps perdu d'attention, ne serait-ce que simplement ça, d'attention auprès du patient. Parce que
effectivement, là, on parle principalement du domaine hospitalier, hein, mais on peut transposer cette problématique à d'autres environnements. Mais il se trouve que dans l'hôpital, le visiteur, là, en l'occurrence, qui est le patient, est un utilisateur très particulier, quand même. Hein. Petit 1, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Okay. Donc, il arrive déjà anxieux de qu'est-ce qu'on va lui dire, quoi. Est-ce que je vais avoir des mauvaises nouvelles lors de mon examen? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon quotidien? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ou pas? Est-ce qu'il faut que je me mette en arrêt maladie? Il pense à sa pathologie, il pense à tout ce que ça implique dans sa vie quotidienne. Mmh. C'est ça qui, complètement, logiquement, on peut être patient ou on l'a été chacun de nous, hein, qui va complètement prendre notre esprit, quoi. Or, alors qu'on n'est pas disponible du point de vue psychique pour chercher son chemin, ouais. On nous met une liste sans fin, je veux dire, de tout ce qui se passe dans l'hôpital, de toutes les destinations accessibles. On n'est pas disposé à ça. On n'est pas dans l'état psychique qui nous permet de le faire, quoi. Donc, résultat des courses, en fait, on passe notre temps à demander notre chemin, d'une, de deux, et quand tu parles, tout au moins en France, des interruptions de tâches, en France, ils te parlent du fléau des interruptions de tâches. C'est pas un petit problème, quoi. Bon, alors, les personnes désorientées ne sont pas les seules à mener des interruptions de tâches, hein, mais ça en fait partie. Très, très caractéristique, c'est que l'hôpital ne parle pas la langue du patient et le patient ne parle pas la langue de l'hôpital. Donc, la langue médicale, c'est un jargon technique d'initié. Exact. Voilà. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est un fait. C'est un jargon technique qui est parfaitement partagé par les gens qui travaillent dans le domaine dans le domaine médical, pardon. Il n'y a pas de problème, ils se comprennent entre eux. Le patient, sauf celui qui vient de façon chronique, et encore celui qui vient de façon chronique, il vient toujours un peu dans la même spécialité, si je simplifie. Ouais. Mais le patient habituel, il sort de son quotidien pour rentrer dans le quotidien du professionnel médical. Mais ce sont deux quotidiens qui s'ignorent complètement. Ils ne se connaissent pas. Et donc, justement, on ne dit pas à l'hôpital qu'ils doivent arrêter d'utiliser son vocabulaire. Non, surtout pas. Ça participe à son fonctionnement. Mais il faut, je pense que ça va te parler du point de vue UX, il faut créer une interface. Il faut créer une interface pour que le patient puisse interagir avec l'hôpital sans connaître le vocabulaire qui est propre à la pratique médicale. Mais c'est pas impossible, hein. Je veux dire, c'est comme ça qu'on fait des sites web. Mais c'est dans ce cas-ci, c'est tout le bâtiment qui est l'interface avec le monde médical, finalement. Exactement. Ouais. Et c'est exactement ce que nous faisons. Et du point de vue expérience patient, c'est dramatique. Exact. On les rend fous, les patients. Pour avoir à l'esprit que, et quand je dis les patients, je pourrais dire nous, hein, parce que nous sommes tous usagers du service de santé. Hein. Au bout de 3 lignes d'information, on décroche. Mmh. On arrête de lire. Si au bout de 3 lignes, on n'a pas trouvé l'information qui nous concerne, qui est relative à notre motif de visite, on décroche et on va chercher quelqu'un. Comment vous procédez pour corriger une situation comme ça? Quelles sont les façons d'amener un hôpital? On peut penser à des aéroports, on peut penser à plein d'autres endroits, parce que la méthodologie que vous décrivez, elle est bonne pour tous les endroits publics, voire même pour la ville. C'est quoi votre méthodologie qui vous permet d'arriver à corriger ça? Alors, déjà, pour poser un peu les choses, parce qu'on dit wayfinding, mais en fait, c'est quelque chose que nous faisons, de façon assez naturelle. Ça a d'ailleurs été conceptualisé il y a maintenant quelques années par un architecte et urbaniste américain qui s'appelle Kevin Lynch, qui a utilisé, on peut dire pour la première fois, le mot wayfinding. Alors, quand il avait écrit en 2 mots, hein, c'était way-finding. Et il avait conceptualisé ce principe dans son livre L'image de la cité, qui a été publié en 1960, où il livre le résultat de ses études sur la façon dont les personnes s'orientent et se déplacent dans 3 villes américaines. Il écrivait que la mésaventure de la désorientation se produise une seule fois et le sentiment d'anxiété, voire même de terreur qui nous submerge, nous révèle à quel point cela impacte notre équilibre et notre bien-être. Au deuxième aspect du wayfinding, c'est le wayfinding
design, hein, c'est-à-dire en fait la conception de systèmes d'orientation. Donc déjà, ça sous-entend avoir la volonté de concevoir un système. On fait du wayfinding design et on peut proposer des dispositifs d'aide à l'orientation qui répondent aux besoins et aux attentes des usagers, quoi. Mais il faut déjà avoir conscience du processus initial. Enfin, c'est tout le temps une dualité, en fait. On s'adresse toujours à la personne qui est reçue et à la personne qui reçoit. Et donc, quand tu me posais la question comment on fait du point de vue méthodologique, il faut avoir à l'esprit, pour faire simple, en fait, quand on fait de la signalétique, on décrit les lieux. Pour un hôpital, par exemple, on écrit sur les panneaux, comme j'ai dit tout à l'heure, on écrit sur les panneaux ce qu'on voit écrit sur les plans. Et ce faisant, on demande, en l'occurrence aux patients, mais aussi au reste du personnel, de se débrouiller avec ces infos. Ça, c'est faire de la signalétique. En fait, on part des usages. Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, pas que des visiteurs, mais aussi de ceux qui travaillent sur place. Et on part donc de leurs besoins physiques, cognitifs et émotionnels. Donc, tu vois bien que par rapport à faire de la signalétique, ça n'est pas du tout le même point de vue. C'est pas le même point de départ. Donc, ça fait appel au processus cognitif, à la psychologie environnementale, à la sémantique, au design d'information, dans un premier gros sujet, et bien sûr à l'architecture, au graphisme, et on peut dire au design au sens un peu plus habituel, design graphique, design produit. Mais il y a le préalable cognitif, environnemental, voilà. Et avec une méthode comme ça, on donne, même s'il n'y a pas de clients ou de patients, et que c'est une usine ou quelque chose ou qu'il y a des employés, on rend un climat de travail beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable, parce qu'on crée des endroits qui sont beaucoup plus proches plus faciles à utiliser par les employés. Ça, c'est littéralement organique, là. Quand on parle d'expérience utilisateur en général, on sait très bien que pour qu'une action soit engagée par un utilisateur, il faut qu'il ait envie de le faire. Positif, quoi. Il faut qu'il ait envie de le faire. Donc, le wayfinding a des avenues, si je peux le dire ainsi, beaucoup plus grandes que juste dans les hôpitaux où vous avez un marché qui est très, très large, en fait, là. Oui, et puis qui a une relation en plus. C'est peut-être aussi pour ça que le wayfinding design, en particulier dans le domaine de la santé, commence à être assez développé, c'est que c'est en liaison directe avec l'expérience patient. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un effet thérapeutique, en fait. Meilleure cette expérience de déplacement est dans l'établissement, plus le patient sera réceptif à ses soins. Alors, au-delà même de l'expérience de déplacement, moi, je mets en premier l'expérience de l'accueil. Le wayfinding, ça sert vraiment à accueillir et après à orienter, à aider les gens à se déplacer. Mais d'abord, l'accueil. C'est qu'effectivement, se sentir accueilli. Voilà, on parle des hôpitaux, c'est effectivement, je pousse l'accueil de l'hôpital, c'est OK. Je trouve ça, voilà, je ne suis pas submergée par toute l'information, je sais quoi faire, je sais où je dois aller, c'est zen, c'est OK. Mais d'abord, je suis accueillie. D'abord. Et déjà là, ça peut aussi faire baisser quand même déjà le stress qu'on a tous, effectivement, quand on arrive dans un hôpital. Alors, patient, comme disait Loïc, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Mais même visiteur, je vais rendre visite à ma mère, à ma grand-mère, elle est malade, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer? On a tous ce stress. Déjà, si on pouvait résoudre ce problème de l'accueil et de l'orientation, déjà on fait un bon pas. Ouais. Écoutez, je vais vous remercier beaucoup pour cette super intervention. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à mes invités et merci aussi à mes collègues Jérôme Colombin, Carl-Édouard Michel, Thierry Weber et Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. Et puis surtout, merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de passer ce moment de la journée avec vous. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet et dès lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.